Bon, salut à tous. Nouveau petit vlog audio politique. Ouais, ça faisait un bon bout de temps, mais bon, j'ai été sur le Tour de France. J'ai regardé plutôt le Tour de France, j'ai regardé les JO, là je regarde un peu la Vuelta. Voilà, cet été, ça a été sportif pour moi. Du coup, j'avais pas trop envie de faire de vlog audio, puis j'attendais que la situation évolue un peu. Bon, il y a eu un petit peu de nouveau par endroit. On va parler un tout petit peu de politique intérieure. On va parler de la Palestine et de l'Ukraine. Voilà. Bon, rester dans les sujets un peu classiques. Politique française, bon, on est toujours sans gouvernement. Macron, il joue la montre. Macron, il demande un ministre qui pourra obtenir une majorité en sachant que c'est une équation quasi impossible parce que l'Assemblée, il n'y a aucune majorité qui semble se dégager. Il joue la montre. Du coup, le gouvernement actuel reste en place pour la gestion des affaires courantes. Et les uns et les autres qui s'écharpent et la médiocrité politique toujours plus ça. J'ai pas trop suivi la politique intérieure parce que bah là du coup on est dans une situation un peu bloquée où il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est euh, c'est pas très intéressant pour le moment. En Palestine, alors des tensions croissantes entre Israël et l'Iran plus ses proxys notamment le Hezbollah, la peur d'une confrontation directe entre les deux pays. Les yeux sont surtout rivés sur la frontière avec le Liban, où Israël et le Hezbollah continuent à échanger des tirs. On n'est pas encore en guerre ouverte, mais les tirs sont plus fréquents et plus nourris qu'il y a plusieurs mois, par exemple. En fait, on est dans une situation où on risque d'arriver à un embrasement général parce que aucun des acteurs n'aurait intérêt à une trêve. Côté israélien, alors Netanyahou, lui, il veut que le conflit dure, parce que quand le conflit aura cessé, on va lui demander des comptes par rapport à sa stratégie de renforcement du Hamas, à sa corruption, à à ses liens avec des suprémacistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 63% des Israéliens seraient en faveur d'une trêve en échange de la libération des otages. Mais Netanyahou, il veut pas parce que on sait bien que il est bien plus rare de changer de capitaine, entre guillemets, en pleine guerre. Et il le sait, et c'est pour ça qu'il veut faire durer la guerre pour rester au pouvoir, pour jouer la montre et retarder le moment où il devra rendre des comptes. Parce que après la guerre, il risque bien d'être cramé politiquement. Du coup, il fait durer le conflit, mais en le faisant durer, ça risque de l'empirer. Ouais, puis sa stratégie de renforcement du Hamas. Alors, j'ai vu un article où il y a un type des services secrets israéliens, un responsable des services secrets israéliens, qui a plusieurs fois présenté à Netanyahou des plans où il affirmait que c'était possible d'éradiquer le Hamas en utilisant uniquement des moyens financiers, éradiquer le Hamas donc mais sans moyens militaires, et Netanyahou il a regardé ailleurs. Bah oui, parce que sa stratégie, Netanyahou, c'était de renforcer le Hamas pour couper Gaza, qui serait aux mains du Hamas, et la Cisjordanie, qui était aux mains du Fatah, de l'autorité palestinienne. Voilà, c'est une stratégie cynique, mais dont les fruits, dont il est en train d'en récolter des fruits. Toxique. Euh, comment dire? Donc voilà, Netanyahou il veut pas, et plus généralement, tous les partisans de la poursuite de la colonisation veulent que le conflit continue parce que la poursuite de la colonisation de la Palestine par Israël passe nécessairement par un conflit avec les Palestiniens, quelles que soient les forces politiques palestiniennes impliquées. Euh, Ensuite, il y a eu des pourparlers
qui se tiennent en ce moment, mais Israël n'est pas satisfaite parce que Israël ne veut pas d'une trêve, parce que s'il y avait une trêve, ça permettrait au Hamas de se reconstituer, de récupérer. Donc voilà, il y a les motivations de Netanyahou, il y a les motivations des partisans de la colonisation, et il y a les motivations d'Israël en tant qu'État. Du côté, l'État israélien n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une trêve parce que cela permettrait au Hamas de récupérer, de se reconstituer. Du côté du Hamas, actuellement, ils ne veulent pas de trêve parce que les propositions de trêve incluraient une présence israélienne à Gaza. Israël continuerait d'occuper une partie de Gaza, ce dont il est hors de question pour le Hamas, qui veut au moins conserver le contrôle complet sur Gaza et obtenir le départ complet d'Israël de Gaza. Donc voilà, pour l'instant, les conditions d'un accord semblent difficiles entre les deux parties directement, qui s'affrontent directement. Concernant le, concernant le Hezbollah, ce dernier demande l'arrêt des offensives israéliennes, mais Israël ne veut pas arrêter pour les raisons que j'ai déjà énoncées. Il y aurait aussi, alors Israël a fait savoir qu'ils auraient des plans de d'intervention militaire au sud Liban pour créer une zone tampon pour essayer de limiter l'impact des bombardements du Hezbollah. Sauf que si jamais Israël tente de conquérir ne serait-ce que quelques kilomètres du sud Liban, le Hezbollah ne va pas reculer, ne va pas se laisser faire et ça risque de mener à une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah. Avec un risque d'embrasement du conflit parce que le Hezbollah c'est la créature de l'Iran, c'est un proxy majeur de l'Iran. J'avais vu que l'Iran aurait ordonné le déplacement d'un certain nombre de troupes chiites depuis l'Irak et la Syrie vers le Liban en prévision d'un potentiel conflit. Alors l'Iran ne veut pas d'une guerre directe avec Israël parce que Israël a l'arme nucléaire. Je ne sais pas s'ils l'ont eux-mêmes ou si c'est grâce aux États-Unis, mais Israël l'a. Euh, si jamais, alors juste une petite recherche là, Israël armes nucléaires. Euh, alors, alors, les armes atomiques israéliennes, elles sont possédées par eux-mêmes. Donc, Israël dispose d'armes nucléaires. L'Iran, alors, on ne sait pas où en est son programme. Est-ce qu'ils sont déjà dotés d'armes nucléaires ou pas? On ne sait pas trop. Donc ça en est, leur histoire, mais à mon avis, ils n'ont pas abandonné leur programme. Euh, voilà, donc il y a un gros risque de destruction mutuelle en cas de conflit direct. Du coup, aucun des deux n'y a intérêt. Sauf que là, l'assassinat d'un chef-major du Hezbollah et surtout la frappe d'un chef du Hamas en plein Téhéran, bah, ça a renforcé les tensions avec l'Iran, ce qui compromet les négociations. L'Iran affirme vouloir répondre, alors la réponse, ça sera peu probablement une attaque directe parce qu'en réalité, les dirigeants iraniens, c'est plus des gestionnaires de l'impérialisme iranien. Ils ne veulent pas de conflit direct avec Israël car ça serait trop risqué, mais ils pourraient plus probablement passer par leur proxy, notamment le Hezbollah, pour, pour essayer d'user Israël, de l'embourber dans des conflits de longue durée, de l'affaiblir économiquement. Ce serait plutôt éventuellement cette stratégie-là. L'Iran, en tout cas, a pas mal à gagner à ce que Israël s'embourbe dans un conflit, parce que Israël, c'est vraiment le grand ennemi géopolitique local. Et c'est un pays qui est très lié aux États-Unis, qui est un autre ennemi géopolitique de l'Iran. Du coup, l'Iran a un intérêt à l'affaiblissement d'Israël, et du coup, l'Iran a intérêt à ce que le conflit dure.
L'Iran n'a pas intérêt à ce que le conflit devienne direct, mais il a intérêt à ce que ça dure, à ce que ça s'embourbe, à ce que ce soit vraiment très coûteux pour Israël, sur la durée. Du coup, quand on regarde du côté des forces en présence dans le coin, il y en a il y en a, et non des moindres, qui ont intérêt à ce que le conflit dure. Israël, alors, va probablement continuer sa politique de colonisation parce que Israël est soutenu par les États-Unis pour des raisons non seulement géopolitiques mais aussi religieuses. Les évangélistes qui sont très influents aux États-Unis soutiennent mordicus Israël pour des histoires de prophéties cheloues, je crois que j'en ai déjà parlé. Du coup, ils vont soutenir quoi qu'il arrive Israël, ce qui encourage Israël à continuer sa colonisation, ses bombardements sur les civils, etc. C'est une catastrophe. Euh, Bref, il y a beaucoup de tensions. Et alors moi, personnellement, bon, Israël, je m'étais informé un peu juste après que le conflit ait repris de plus belle le 7 octobre, je m'étais un peu informé, comme je l'avais dit dans un live de l'époque, et, euh, et j'ai découvert des trucs qu'a fait Israël, et je me suis dit à partir de ce moment-là, je vais plus soutenir Israël, hein, voilà. Avant, je considérais que bon, Israël, ça faisait plusieurs décennies que ça existe, maintenant il fallait accepter, mais vu ce que j'ai vu, je me suis dit, au final, je comprends quand même ceux qui sont simplement antisionistes, ceux qui sont opposés à la colonisation israélienne, voilà. Et j'ai cessé de croire à la solution à deux États. Je ne soutiens plus Israël. Bon, l'Iran, de son côté, c'est une théocratie dirigée par des islamistes qui, en réalité, se contrefont un peu des Palestiniens. Les pays arabes ou musulmans, d'une manière plus générale, qui se réclament du soutien à la Palestine, en réalité, ils en ont pas tellement grand-chose à faire. Ils défendent surtout des intérêts géopolitiques ou font de l'électoralisme. Il y en a certains de leaders politiques de pays musulmans qui mobilisent la question de la Palestine avant tout pour des questions électoralistes ou pour des questions de soutien de la population là où il n'y a pas d'élection, hein. C'est... Bref. Voilà, il y a de opportunisme géopolitique, électoralisme, hein. La Palestine n'a pas beaucoup de vrai soutien en fait. Et concernant l'Iran, alors l'Iran, dans cette affaire, il défend surtout ses intérêts géopolitiques et son impérialisme local, notamment le fameux Grand Iran. Pour rappel, concernant l'Iran, dans le temps, c'était la Perse. Et la Perse, c'était beaucoup plus grand. L'Iran se positionne sur la question palestinienne pour essayer de faire du Levant sa zone d'influence. L'Iran, donc, a des milices chiites en Irak. Il en a aussi en Syrie et le régime de Bachar el-Assad est allié à l'Iran, enfin allié un peu plus vassal, parce que l'Iran clairement mène la danse par rapport à la Syrie. Alors ensuite, le Liban, alors j'ai dit, le Hezbollah, c'est une créature de l'Iran, disons-le clairement. C'est des types, pendant qu'Israël avait envahi le sud Liban, ils sont partis demander directement de l'aide à Téhéran. Donc ils ont obtenu de l'aide, mais en échange, ils devaient faire allégeance aux intérêts de l'Iran, aux intérêts, à l'idéologie, etc. Donc voilà, le régime iranien, dans cette affaire, il défend d'abord ses intérêts impérialistes. Voilà. Puis l'intérieur de l'Iran, alors, on sait que depuis la mort de Mahsa Amini, de son assassinat parce que elle portait mal le voile, on sait qu'il y a eu une flambée de contestation interne contre le pouvoir, notamment des plus jeunes, qui en ont marre de la théocratie, marre de l'islamisme, à toutes les sauces. J'ai fait un petit peu de recherche sur cette opposition. Alors, l'opposition, elle est toujours là, mais j'ai appris qu'elle est très divisée. Bon, c'est logique, hein, euh, mais là-bas aussi, opposition très divisée.
entre les nostalgiques de l'époque du Shah d'Iran, entre des démocrates libéraux, entre des sociodémocrates, des communistes, bref, très divisé là-bas l'opposition. Et c'est entre autres pour ça que le régime a pu tenir. Le régime est soutenu par une minorité de la population, mais c'est une minorité cohérente, là où l'opposition est très divisée et n'est pas d'accord sur grand-chose à part l'opposition au régime. C'est aussi pour ça que le régime iranien se maintient. Mais il n'empêche que la crise est toujours latente, hein. Le régime iranien va pas tenir très longtemps. Ils peuvent pas tenir en étant minoritaires, en ayant un soutien qui décroît, en ayant les bases sociales qui sont progressivement sapées, ou en se reposant avant tout sur la répression. Ils peuvent pas tenir comme ça sur la durée. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, j'ai entendu, alors ouais, il y aurait des pourparlers de paix entre Israël et le Hamas, mais ça piétine, ça piétine à cause des intérêts contradictoires qui risquent de mener à la propagation du conflit. Alors moi, le pays pour lequel je m'inquiète le plus, c'est le Liban, dans cette affaire. Si le conflit s'étend au sud-Liban, le Liban risque d'y passer. C'est un pays qui est en crise économique depuis plus quelques temps maintenant. C'est un pays très divisé. Il n'y a pas vraiment de cohésion interne. Si le conflit se régionalise et que le Liban se retrouve directement impliqué, moi je le dis clairement, le Liban risque d'y passer. Si le conflit se généralise, ça risque d'être une catastrophe pour le Liban. Ça risque d'être un carnage. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah, bien sûr, la guerre en Ukraine. Alors là, pour le coup, il y a eu du nouveau. L'Ukraine a tenté une offensive là dans la région de Koursk, donc au nord de l'Ukraine là, vers le sud-ouest de la Russie. L'Ukraine a tenté une offensive là vers Koursk. Ils ont réussi à prendre 1200-1300 km². Bon, par rapport aux 17 millions de kilomètres carrés de la Russie, c'est rien, mais c'est quand même un gain substantiel. Alors, ils n'ont pas pris Koursk en tant que tel, mais ils ont pris un certain nombre de villages et petites villes frontalières. Ils ont déjà percé sur une partie du territoire, et il y a une autre partie où ils ont bombardé les trois ponts, où ils ont bombardé trois ponts majeurs pour empêcher les troupes russes de refluer ou d'être ravitaillées de l'arrière, pour essayer de faire une sorte de chaudron via l'artillerie. Alors, que dire de cette opération? Eh bien, disons que c'est une stratégie risquée, mais parfaitement compréhensible. Parce que là, disons que la Russie, que la contre-offensive ukrainienne de 2023 s'est arrêtée, on sait que cette contre-offensive elle n'a pas abouti au résultat voulu pour l'Ukraine. Et depuis que cette contre-offensive a cessé, donc le front s'est un peu stabilisé, puis la Russie s'est remise à grignoter. Au début, au début, 1 km² par jour, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, et là, aujourd'hui, la Russie, à l'est, elle grignote entre 10 et 15 km² par jour. Bon, entre 10 et 15 km² en une journée, c'est l'équivalent d'un rectangle de 3 fois 5. À l'échelle de l'Ukraine, c'est pas grand-chose, ça reste du grignotage, pas grand-chose par rapport à ce que la Russie a dû lâcher en 2022, mais néanmoins le rythme s'accélère.
La Russie est en train de pousser à l'est. Et en fait, si l'Ukraine restait sur la même stratégie de défense simple, bah, l'Ukraine allait finir par perdre sur la durée. Du coup, pour l'Ukraine, il fallait changer de stratégie, il fallait tenter quelque chose pour reprendre l'initiative. Et c'est pour ça qu'ils ont planifié l'offensive en direction de Koursk. Notons déjà que cette offensive, c'est une surprise. On se rappelle que la contre-offensive de 2023, il y a eu énormément de communication dessus, finalement ça a bidé. Là, celle-là, elle a été préparée dans le secret. Elle a été préparée dans le secret, ça a surpris un peu tout le monde, et on voit déjà que ça a mieux marché que l'année dernière. Ensuite, il y a plusieurs hypothèses sur les objectifs visés en termes stratégiques. En termes stratégiques, donc l'idée, ça peut être de forcer la Russie à envoyer des troupes depuis le Donbass vers le nord de l'Ukraine pour essayer de contenir la percée de l'Ukraine dans le nord. Et le but, du coup, ça serait de mettre un terme provisoire à l'avancée russe dans le Donbass, histoire de soulager un peu le front de l'Est, côté ukrainien. Donc le but, mettre la pression à la Russie dans le nord pour essayer de soulager les troupes ukrainiennes de l'Est, leur permettre de récupérer, de se reformer, de se réorganiser, parce que là, la Russie est en train de pousser. Le but, ça serait aussi alors de prendre possession de certains territoires en Russie afin de s'en servir comme potentielle monnaie d'échange en cas de futures négociations avec les territoires que la Russie occupe. Un des buts, ça sera aussi des buts communicationnels, donc montrer aux pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine que l'Ukraine elle peut toujours tenter des trucs, elle peut toujours gagner la guerre et que du coup il faut continuer à leur envoyer des armements. Donc, du point de vue ukrainien, cette stratégie est compréhensible. Après, c'est risqué. Parce que la communication, c'est un truc, mais est-ce que ça va marcher? Parce qu'on sait que le budget 2025, pour un certain nombre de pays, ça s'annonce difficile. En France, alors la France, elle donne pas grand-chose à l'Ukraine, donc c'est pas très significatif pour l'Ukraine. Mais en France, le budget 2025, il s'annoncera difficile à boucler. En Allemagne aussi. En Allemagne aussi. Et d'ailleurs, l'Allemagne, elle compte réduire son aide militaire à l'Ukraine. Cette année, l'aide militaire de l'Allemagne à l'Ukraine, elle est de 8 milliards. En 2025, elle sera de 4 milliards. 2026, 3 milliards. 2027 et 2028, ça sera seulement, entre guillemets, un demi-milliard. Aux États-Unis, alors les élections états-uniennes font planer le doute. Si Trump l'emporte, l'aide à l'Ukraine elle pourrait s'évaporer. Bref, il y a un certain nombre de signaux négatifs qui s'amoncellent à l'horizon pour l'Ukraine. Cette offensive, ça pourrait être un moyen d'essayer d'inverser cette tendance, mais vu les dynamiques profondes qui sont à l'œuvre du côté des pays soutiens de l'Ukraine, ça n'est pas dit que cette communication suffise pour changer les tendances. Parce que ces dynamiques profondes, c'est d'abord des dynamiques économiques. Il y a des difficultés budgétaires pour les pays européens. Concernant les États-Unis, bah, c'est assez loin et ils ont des priorités ailleurs. Bah oui, parce que les pays de l'Union européenne, alors bon, Allemagne, difficultés budgétaires. États-Unis, alors c'est plus des priorités géopolitiques. Pour les États-Unis, Israël, c'est prioritaire sur l'Ukraine, puis il y a surtout, sur le long terme, la question de Taïwan et de la confrontation générale avec la Chine. Confrontation générale, enfin, pas au sens militaire conflit direct, mais au sens confrontation géopolitique générale. Bref, ça fait que l'Ukraine elle passe un peu au second plan, il y a des dynamiques très profondes qui sont à l'œuvre, et il n'est pas dit que cette offensive suffise en termes de communication à renverser les tendances. C'est risqué sur cet aspect. Ensuite, l'idée de se servir de territoire comme monnaie d'échange en cas de négociation, mais ça c'est seulement s'il y a des négociations. Or, côté ukrainien, est-ce que ça veut négocier avec une Russie qui ne veut pas non plus négocier? Je pense pas. Là, du côté russe, ils ont dit que suite à l'offensive ukrainienne en direction de Koursk, ils refusaient de négocier. Il y aurait eu des pourparlers secrets qui seraient tenus entre la Russie et l'Ukraine avant cette offensive, et la Russie a décidé de suspendre ces pourparlers
suite à l'offensive ukrainienne. Du coup, pour les négociations, pour l'instant, c'est pas gagné. Puis enfin, alors, le pari ukrainien, c'est que la Russie cesse de pousser à l'est, ou plutôt diminue la pression à l'est, pour déplacer des troupes vers le nord. Sauf que là, côté russe, ils continuent à pousser à l'est. Du côté de Poutine, du côté de l'état-major russe, ils veulent continuer à maintenir la pression à l'est. Ils ont peut-être compris l'objectif stratégique ukrainien. Ils se sont peut-être dit que les Ukrainiens voulaient les forcer à temporiser dans le Donbass, mais la Russie a continué à pousser. Et les troupes que l'Ukraine a envoyées dans le nord, bah, elles peuvent pas être à l'est en même temps. Du coup, voilà, le risque, c'est qu'il y ait des troupes qui se retrouvent éloignées d'un front en difficulté où elle pourrait être cruciale. Le pari ukrainien, c'est que la Russie temporise dans le Donbass, mais pour l'instant, c'est tout le contraire. La Russie maintient la pression. Du coup, la stratégie ukrainienne est risquée, mais si la Russie continue à maintenir, voire augmenter la pression dans le Donbass, bah, ce coup stratégique pourrait s'avérer perdant pour l'Ukraine. Alors encore une fois, la stratégie ukrainienne, alors c'est tout à fait compréhensible, mais, euh, mais c'est risqué. Euh, ensuite, alors l'objectif, ensuite les territoires que l'Ukraine est en train d'occuper en Russie. Ces territoires n'ont pas tellement d'importance du point de vue militaire. Ça a des intérêts, ça a un intérêt par rapport à ce que je viens de dire, mais ça n'a pas tellement d'importance sur un plan militaire tactique. Or, du côté de l'Est, le front ukrainien est en difficulté et il y a un nœud logistique très important pour l'Ukraine qui est de plus en plus menacé. C'est la ville de Pokrovsk. La Russie est en train de s'approcher de Pokrovsk. Les habitants de la ville ont dû commencer à évacuer et si cette ville tombe, ça sera un centre logistique important pour l'Ukraine qui sera tombé. Au fur et à mesure que la Russie avance, elle occupe des positions ukrainiennes qui étaient solidement défendues, mais plus on s'éloigne du front, moins les lignes de défense sont solides, préparées, etc. Du coup, le truc, c'est que si l'Ukraine recule de plus en plus vite dans le Donbass, dans le pire des cas, le front s'effondrerait, et là, il serait complètement perdante. Bref, c'est une stratégie très risquée, et pour l'instant, la Russie n'a pas fait ce que l'Ukraine pensait qu'elle ferait. La Russie s'est contentée d'essayer de stopper la percée ukrainienne vers Koursk sans tenter de tout de suite reprendre ses territoires pour maintenir la pression à l'est, empêcher le front ukrainien à l'est de récupérer. Parce que le centre du conflit, bah, ça reste du côté de l'est. Bref, du coup, bah, pour l'Ukraine, ça risque d'être difficile. Alors, le front de l'Est, il s'est pas encore effondré. L'offensive ukrainienne, encore une fois, était parfaitement compréhensible et il y avait des intérêts évidents à le faire. Parce que l'Ukraine avait intérêt à tenter quelque chose, parce que si on restait dans le statu quo tactico-stratégique sur le long terme, bah, ça aurait été une victoire pour la Russie. Du coup, il fallait qu'elle tente. Mais bah là, le résultat est assez incertain, du coup. Parce qu'elle n'a pas obtenu de temporisation à l'Est. Alors enfin, concernant les sujets qui sont liés à la guerre en Ukraine, Nord Stream. Alors il y a eu des petites révélations. Il y a un journal qui s'appelle donc le Wall Street Journal qui a révélé des trucs comme quoi Zelensky en fait il était au courant de l'opération contre Nord Stream. Qu'il était au courant qu'au début il y avait son aval, mais qu'ensuite les services secrets néerlandais ont découvert l'affaire, en ont informé la CIA, puis ensuite la CIA a demandé à Zelensky d'abandonner ses plans. Zelensky aurait obtempéré, mais Zalouzny, donc qui était commandant en chef de l'armée ukrainienne à l'époque, aurait fait la sourde oreille et aurait quand même saboté Nord Stream. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a eu de l'eau dans le gaz entre les deux et que finalement Zalouzny a été limogé et envoyé à l'ambassade à Londres.
Voilà. Bon, si jamais Zelensky s'était retrouvé impliqué dans l'affaire, oh là 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 là, je vous raconte pas le drama. Bon, en réalité, Nord Stream, alors ça a pas trop directement lésé la France, parce que bon, nous, on dépend moins on n'est pas les pays qui sont le plus dépendants au gaz. En revanche, l'Allemagne, dans l'affaire, oui, les attaques contre Nord Stream, le fait qu'elle n'ait plus de gaz russe et qu'elle doive acheter à la place du gaz à Norvège ou aux États-Unis beaucoup plus cher, ça, ça a mis à mal son industrie et la compétitivité de cette dernière. Là, l'Allemagne, elle se trouve un peu dans le caca. Et du coup, l'Ukraine, à cause entre autres de l'Ukraine. Du coup, alors il y a eu des spéculations comme quoi la réduction de l'aide militaire de l'Allemagne à l'Ukraine pourrait être des représailles non assumées par rapport à Nord Stream. Mais pour le coup, c'est plus des spéculations, j'en sais pas plus. Surtout des affaires de difficultés budgétaires concernant la baisse de l'aide, mais je sais pas si Nord Stream influe et si oui, dans quelle mesure. Alors, ce que je sais, c'est que le gouvernement allemand, pour compenser la baisse d'aide militaire au budget, il compterait essayer d'utiliser les intérêts des avoirs russes gelés. Mais bon, ça dépend des taux d'intérêt. Faut pas qu'il y ait de krach boursier entre-temps. Et ils sont pas encore accordés là-dessus. Bon, concernant Nord Stream, il y en a qui disent, encore une fois, les complotistes ont eu raison. Mais moi, je dirais pas tout à fait. Du côté complotiste, entre guillemets, complotiste, c'est un mot un peu fourre-tout, hein. Du côté complotix, on va dire, ça accusait surtout les États-Unis. Au début, ça accusait pas l'Ukraine, ça accusait les États-Unis. En revanche, là où les complotiques ont raison, c'est quand ils disaient que ça pouvait pas être la Russie parce que ça serait complètement absurde pour elle de faire péter des gazoducs dont elle contrôle les robinets. Et effectivement, l'hypothèse que ce soit la Russie qui ait fait ça, c'était absurde. Là-dessus, les complotiques avaient raison. Et les types qui disaient oui, la Russie, mais c'est complètement crétin. Bon. Après, moi j'ai quand même un doute sur une potentielle implication des États-Unis, mais une implication indirecte. En mode, pas les États-Unis directement, mais la CIA qui passe elle-même par des proxys privés pour essayer de bien brouiller les pistes, et le cas échéant de pouvoir laisser la responsabilité à d'autres si c'est découvert. Si jamais, alors, il pourrait quand même y avoir une implication des États-Unis, mais moi je verrais plutôt une implication indirecte à travers plusieurs proxys, éventuellement pour le matériel, la formation, la logistique, les financements, mais pas pour l'opération directe et encore une fois, bien à l'abri derrière plusieurs proxys, histoire de bien brouiller les pistes. Après, pourquoi ces révélations alors que la situation pour l'Ukraine est difficile et cruciale? Pourquoi des infos dans le genre fuiteraient de la part de journaux états-uniens? Bon, le Wall Street Journal, c'est pas un journal pro-russe, hein. Pourquoi ces révélations à ce moment-là? Alors, il y a des doutes sur une potentielle volonté des milieux d'affaires états-uniens de mettre l'Ukraine sous pression pour qu'elle accepte les demandes des milieux d'affaires concernant notamment la reconstruction et pour qu'elle s'y plie, histoire que ce soit un pays qui se retrouve vassalisé aux intérêts économiques de ces milieux d'affaires. C'est une hypothèse envisageable, parce que les pays qui soi-disant soutiennent l'Ukraine, alors c'est pas des ennemis comme la Russie, mais c'est des faux amis, clairement. Du côté ukrainien, alors oui, j'avais parlé de la question de se rapprocher avec un impérialisme pour se défendre contre un autre. J'avais dit que c'était un jeu risqué. C'est possible de s'en sortir, mais ça demande quand même un sacré concours de circonstances. De Gaulle et la résistance, pour que la France soit vraiment indépendante et qu'on se retrouve pas sous tutelle états-unienne, ils ont bénéficié d'un sacré concours de circonstances et ils ont dû jouer serré, hein. Or voilà, du côté ukrainien, la résistance, elle est d'abord contrôlée par l'État ukrainien et sa bourgeoisie, qui eux n'aura aucun problème à ce que l'Ukraine devienne un protectorat. Du coup, je me fais beaucoup de soucis. En fait, l'Ukraine, soit il y a une partie du territoire qui se retrouve occupé par la Russie,
soit il y a une autre partie qui devient un protectorat euro-atlantiste, dans l'état actuel des choses. Quand bien même l'Ukrainien de base qui s'engage dans l'armée ou qui s'engage dans les usines pour fournir le front, quand bien même les Ukrainiens de base, ils luttent et se battent pour l'indépendance, concernant les décideurs, c'est pas la même chanson, je pense. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire? Euh, Ouais, alors ces révélations sur Nord Stream, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine compte rentrer dans l'UE. Il y a un soutien quasi unanime de la population ukrainienne pour l'entrée du pays dans l'UE, et aucun politicien ne pourrait remporter une élection nationale sans défendre l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Sauf que voilà, s'il s'avère que c'est bien l'Ukraine qui a saboté Nord Stream, sabotage qui a contribué à largement mettre à mal l'industrie allemande, qui par ailleurs est utilisée pour soutenir l'Ukraine, euh, comment ça va se passer? Parce que les milieux industriels allemands, ils ont été lésés dans l'affaire. Ils vont demander réparation. Euh, Bref. D'un côté, alors, supposons que ce soit bien l'Ukraine qui est sabotée, avec ou sans aide indirecte des États-Unis. Ça aurait été... alors, d'un côté, ça avait un intérêt stratégique à court terme pour les Ukrainiens, parce que tant que les gazoducs étaient encore en état de marche potentielle, tant que les gazoducs étaient encore potentiellement fonctionnels, la Russie pouvait faire chanter l'Allemagne. Une fois qu'ils étaient pétés, bon bah il y avait plus le choix, et du coup l'Allemagne a soutenu directement l'Ukraine. Sauf que en même temps, ça a mis à mal l'industrie allemande, donc ça a affaibli sa capacité de soutien à l'Ukraine, notamment sur la durée, surtout en cas de dégradation de la situation économique et de difficulté à boucler le budget. D'un côté, à supposer que ce soit l'Ukraine, ce qui est actuellement probable, d'un côté, ça a été avantageux stratégiquement à court terme parce que ça a permis un soutien plus rapide de l'Allemagne, mais sur le long terme, ça a réduit le potentiel de ce soutien. Enfin, sur le moyen terme plutôt. À court terme, ça a permis un soutien plus rapide de l'Allemagne, mais à moyen terme, ça a réduit le potentiel de ce soutien. Et sur le long terme, ça va poser des soucis en cas d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Bon, déjà, les négociations d'adhésion à l'UE, ça prend des années et des années, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une certaine rancœur en Allemagne, notamment concernant l'industrie, vis-à-vis de l'Ukraine pour avoir mis à mal l'industrie allemande? Est-ce qu'il risque pas d'y avoir de la rancœur? Puis d'ailleurs, il se pourrait que l'AfD essaie d'exploiter ce qui s'est passé par rapport à Nord Stream pour essayer de foutre le gouvernement actuel dans la sauce pour marquer des points lors des prochaines élections. Il pourrait se servir de l'affaire Nord Stream pour des questions électorales aussi. Bref, ouais, si jamais c'est l'Ukraine qui a fait ça et que l'Allemagne s'est retrouvée mise à mal à cause de ça, quel va être le ressentiment du côté des milieux d'affaires industriels et du côté aussi de la population? Notamment la population de l'ex-RDA. Là-bas, il y a une certaine nostalgie. Là-bas, l'AfD est très fort euh, par rapport au reste de l'Allemagne. Comment ils vont réagir s'ils apprennent que les difficultés industrielles sont entre autres dues au sabotage de Nord Stream qui aura été fait par l'Ukraine? Ils vont réagir comment? Ça sera un vrai merdier pour l'Union européenne, ça. Bref. On atteint les 40 minutes, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je pense que ça sera tout pour l'instant. Il y a du coup, bah, à plus.